Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau journal sur votre télévision, session d'actualité et qui va démarrer par le sommaire. Au sommaire de ce journal, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, toujours en quête du lancement offensif de la diplomatie congolaise. À Accra, au Bénin, la chef de la diplomatie de la RDC a pris part active à la conférence consultative de l'Assemblée générale des Nations unies, mais également s'est entretenue avec Corinne Amori, son homologue du Bénin. Ouverture de la journée de sensibilisation des acteurs judiciaires au code numérique. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, insiste sur le fait que le numérique n'est pas une zone de non-droit. Tout à l'heure, son intervention. Et puis devant les chevaliers de la plume et du micro à Bunia, le porte-parole du gouvernement et le ministre de la Santé publique ont étalé les efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola avant même l'arrivée des partenaires. Enfin, sous la houlette de son président Kabwe Mwamba Michel, la séance plénière du jeudi 18 juin 2026 était plus que riche en termes de matières abordées. Restez avec nous pour en savoir plus. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité. Place à présent à votre journal. Bienvenue. Comme d'habitude, ce journal connaîtra la partie sportive, mais également celle internationale. Premier titre, nous sommes en diplomatie. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a eu deux activités importantes. Jeudi 18 juin 2026, à Accra au Ghana. La première consistait à prendre part à la conférence consultative de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies relative à la traite transatlantique des Africains. En second lieu, elle s'est entretenue avec Corinne Amori, ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Le condensé de ces deux activités est dans ce commentaire signé Naomi Faïla Dianga. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a pris part jeudi 18 juin 2026 à Accra au Ghana à la conférence consultative des hauts niveaux sur la mise en œuvre de la résolution A/Res/80/250 de l'Assemblée générale des Nations unies relative à la traite transatlantique des esclaves africains et à la justice réparatrice. Lors de son intervention, la ministre d'État a mis en lumière la résonance particulière de cette question pour la RDC, dont l'histoire a été marquée par l'esclavage, la colonisation et diverses formes d'exploitation. Elle a rappelé que malgré l'immense richesse stratégique du pays, notamment dans le contexte de la transition énergétique mondiale, des millions de Congolais continuent de subir les conséquences des conflits armés récurrents et d'une crise humanitaire persistante. Et toujours à Accra, après avoir pris part à cette conférence, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, s'est entretenue avec Corinne Amori Brinette, ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Les échanges ont porté sur les renforcements des relations bilatérales entre la RDC et le Bénin, la dynamisation de leur coopération ainsi que l'actualisation du cadre juridique existant. Les deux ministres ont également abordé les enjeux multilatéraux, la valorisation de la diaspora et la promotion du leadership féminin dans la diplomatie. Et à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le vice-premier ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a tenu une séance de travail avec l'exécutif vice-président des Émirats arabes unis. Objectif, ouverture des dessertes aériennes de la compagnie émirati vers la République démocratique du Congo. C'est un commentaire signé Esther Kamossi Poiti. À Dubaï, aux Émirats arabes unis, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des communications et des enclavements, a tenu une séance de travail avec Richard Gesbouri, exécutif vice-président d'Émirats, consacré à la concrétisation de l'ouverture de dessertes aériennes de la compagnie émirati vers la République démocratique du Congo. Initialement programmé pour le mois de juin 2026, ces vols ont dû être différés en raison
gestion des contingences sécuritaires et opérationnelles qui prévoit actuellement au Moyen-Orient. Sous l'impulsion du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, la République démocratique du Congo poursuit avec détermination sa dynamique d'ouverture sur le monde et affirme progressivement la vocation de la plateforme stratégique et de la carrefour aérien au cœur du continent africain. La vision demeure intacte, l'engagement reste indéfectible et la République démocratique du Congo poursuit avec résilience et persévérance sa marche irréversible vers la réalisation de son destin et de ses ambitions de rayonnement international. Retour ici au pays, direction vice-primature de la fonction publique en exécution des instructions du chef de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboua et son collègue du budget Adolphe Mouzito Fomounsi ont évalué les mécanismes devant accélérer la mécanisation des agents de l'État encore non pris en charge. Cette démarche vise à garantir une rémunération aux fonctionnaires régulièrement en service et à corriger progressivement les disparités salariales au sein de l'administration publique. Regardez. Il a été question de faire le point avec le vice-premier ministre, ministre du budget, sur les dernières instructions que nous avons reçues de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, lesquelles instructions nous ont été communiquées par son Excellence Madame la Première Ministre pour exécution. Il était donc important que nous puissions harmoniser nos analyses avant de les couler sous forme de décisions que nous aurons à prendre très prochainement. Ça concerne essentiellement la nécessité de rationaliser la gestion de l'enveloppe des rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État, en faisant en sorte que celles et ceux qui sont déjà bénéficiaires de rémunérations plus ou moins décentes ne soient plus concernés par d'autres augmentations, avant que celles et ceux qui prestent, qui ne sont pas rémunérés, soient inclus dans le fichier paye. Autrement dit, nous avons donc discuté autour de la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État non encore pris en charge en termes de rémunération. La fonction publique ne peut pas efficacement agir sans le budget, je dirais même sans le finance. Et prochainement, nous aurons une tripartite, fonction publique, budget et finance, pour que nous puissions finaliser des propositions, des actions qui seront posées par le gouvernement dans le cadre de la matérialisation donc, des instructions présidentielles. Dans le reste de l'actualité, à l'ouverture de la journée et de sensibilisation des acteurs judiciaires au code numérique, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a justement réaffirmé la détermination du gouvernement à bâtir une justice moderne, efficace et crédible, capable de protéger les Congolais de tous les espaces, y compris numériques, face à l'essor des cyberfraudes et des multiples formes de cybercriminalité. Guillaume Ngefa a rappelé que le numérique n'est pas une zone de non-droit. Suivez le ministre de la Justice dans cet extrait choisi par le roi Mwamba Katalué. Notre ambition repose sur 5 piliers. La prévention, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et nous avons prévu avec notre collègue Mouyaya et vous et les autres de sensibiliser tous ces TikTokers et les autres. Leur dire que voilà, la loi existe, mais voilà la limite de vos actions. Que les gens ne puissent pas se prévaloir du fait qu'ils se trouvent dans un pays bien déterminé et qu'ils puissent échapper à notre justice. Nous allons, moi en tant que ministre avec mon frère Kibassa, nous allons approcher les conseils supérieurs de la magistrature pour que nous puissions voir quel type de formation immédiate
nous pouvons donner et aussi le moyen, parce que c'est important. Et puis le renforcement des capacités, bien sûr la coordination interinstitutionnelle. Parce qu'il y a plusieurs institutions qui sont là et ils doivent tous concourir à la justice. Toujours au chapitre de la justice, la délégation du Fonds de lutte contre le crime organisé, FOLUCO, en sigle, conduite par son directeur général Mukota Mutebambayo, a été reçue par le patron de la justice en RDC, Guillaume Ngefa Tondoko Ondali. Les échanges ont porté notamment sur l'accompagnement de la digitalisation du système judiciaire de la République démocratique du Congo, une priorité stratégique du ministère de la Justice. Suivez ici dans cet extrait le directeur général du FOLUCO, Mukota Muteba, au sortir de l'audience. D'abord, nous voulions saluer la disponibilité du ministre d'État à écouter le message que nous avions à faire transmettre, qui était celui de l'importance de la digitalisation, qui était évidemment notre cheval de bataille dès le départ de notre prise de fonction. Nous avons été satisfaits de savoir que le ministre d'État avait déjà, bien avant, rencontré ce besoin via Justice 2.0 et que nous avons vraiment trouvé des convergences indispensables pour que notre justice, je dirais, soit finalement à la hauteur des juridictions modernes. Et donc nous, dans notre rôle, nous sommes, je dirais, le bras financier, je dirais, de l'État congolais en matière de lutte contre la criminalité organisée. Et via ce billet-là, nous avons rencontré, je dirais, les besoins, les attentes du ministre d'État qui a une vision véritablement moderne de la justice et qui a comme vocation de la rendre professionnelle. Et c'est dans ce sens-là que la rencontre a été organisée. Nous sommes véritablement édifiés et satisfaits de cette rencontre, surtout dans des perspectives modernes et louables. Le gouvernement congolais n'a pas attendu les partenaires pour commencer à financer la riposte. Il a prêché par l'exemple dès la déclaration de l'épidémie, a fait savoir le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, lors du briefing presse aux côtés de son collègue de la santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, séjournant tous deux à Bunia pour le suivi de la riposte contre la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola. Suivez. On entend évidemment, on n'est pas en train de vous dire que tout est parfait. C'est pas ce que nous disons. Nous disons que nous faisons ce que nous devons faire. Vous avez suivi les propos du professeur Yapboun. Le gouvernement n'a pas attendu les partenaires. On est aujourd'hui à 50 millions donnés par le gouvernement parce qu'il faut que nous-mêmes nous prêchions par l'exemple. Première chose. Deuxième chose, mais tout ce que vous entendez, le ministre pourra me compléter, être plus précis à ce sujet, financement du gouvernement américain et des autres partenaires, ce n'est pas des financements qui sont donnés au gouvernement. Ces financements sont donnés à des ONG. Alors, lorsque j'entends certaines parler, critiquer, lorsqu'on regarde le travail qui est fait sur le terrain, je crois que les journalistes, si vous vous tournez un peu de ce côté-là, il y a des critiques qui doivent leur être retournées. Alors, il y a une chose, nous sommes tous engagés dans un objectif commun de finir cette épidémie, mais il est une autre chose pour celles, donc ces ONG internationales, qui pensent qu'à travers cette épidémie, ils peuvent solliciter davantage de moyens. Alors, il y a d'autres mécanismes pour faire des plaidoyers, mais vouloir minimiser le sacrifice de ces personnes qui sont là. La dernière fois que je suis venu, j'ai vu Dr Marie-Roseline, elle y est toujours. J'ai vu le professeur, ils sont installés ici, ou encore les docteurs Ichekou qui est reparti au Nigeria. C'est un peu minimiser les sacrifices de ces personnes qui sont là. Donc moi, j'appellerais ces ONG à davantage des retenues, parce que si on doit regarder aussi ce qu'ils font sur le terrain, il y a beaucoup à redire. Je ne peux pas commenter les rumeurs. Je préfère être vraiment les pieds sur terre
comptez le nombre de tests que nous avons mis en place en un mois, comptez le nombre de centres de traitement qu'on a mis en place en un mois, comptez le nombre de relais communautaires qu'on a mis en place en un mois, comptez le nombre d'échantillons que nous réalisons tous les jours, comptez le nombre de personnes qui sont guéries. Vraiment, c'est ça qui m'intéresse. Les rumeurs et les gens qui veulent tirer la couverture de leur côté. Vous savez, quand l'épidémie va se terminer, on se regardera en face. Au chapitre de l'éducation, cap vers la réforme du système éducatif congolais, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Malou Dinanga, a présidé jeudi 18 juin 2026 la validation du cadre d'orientation curriculaire, document stratégique de référence du système éducatif national. Cette étape consacre l'aboutissement d'un processus participatif ayant réuni experts nationaux, institutions publiques et partenaires techniques autour d'une vision commune de l'école congolaise. Suivez la ministre de l'Éducation nationale dans cet extrait. Nous nous réunissons aujourd'hui pour valider un document essentiel, le cadre d'orientation curriculaire COC de la République démocratique du Congo. Cet acte engage la direction que nous voulons donner à l'école congolaise, aux apprentissages de nos enfants et au-delà à l'avenir de la nation. La vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, place l'éducation au cœur du développement national. Elle affirme que l'école doit être le lieu où se préparent les compétences, la citoyenneté, la cohésion sociale et la capacité du pays à se projeter dans l'avenir. C'est cette vision que le plan quinquennal 2024-2029 du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté traduit en priorité opérationnelle. Réformer les curricula, ce n'est donc pas seulement modifier les contenus, c'est répondre à une question centrale. Quels citoyens voulons-nous former pour la République démocratique du Congo? Une réforme curriculaire n'a de valeur que si elle modifie effectivement les pratiques, si elle améliore les apprentissages et si elle aide chaque enfant à progresser. Mesdames et messieurs, la validation du COC ne clôt pas le chantier, elle l'ouvre. À partir d'aujourd'hui, chaque programme, chaque manuel, chaque guide pédagogique, chaque dispositif de formation, chaque outil d'évaluation et chaque ressource numérique devra démontrer sa cohérence avec ce référentiel. Et ici en province, sous la direction du président Kaboué Mwamba Michel, la plénière du jeudi 18 juin 2026 était axée sur l'analyse de la recevabilité d'une pétition contre un membre du bureau. Des questions orales avec débat adressés aux maires de Kasumbalesa et de Lubumbashi, la validation des pouvoirs ainsi que la présentation par le gouverneur ad intérim Martin Kazembe-Choula de l'économie du plan de développement provincial du Haut-Katanga. Les détails sont à retrouver dans ce reportage signé Esther Mbouyi Mutombo et Dieu merci Tchounza Kabea. Honorables députés et très chers collègues, la séance est ouverte. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour à la séance plénière de ce jeudi 18 juin 2026 à l'Assemblée provinciale du Katanga, sous la houlette du président de cet organe délibérant, l'honorable Kaboué Mwamba Michel, figurait la présentation de l'économie du plan de développement provincial du Katanga par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula. À l'issue de cet exercice, l'auguste assemblée a décidé que les gouverneurs reviennent à la séance plénière du 26 juin 2026 pour suivre les préoccupations des honorables députés par groupe parlementaire. Ensuite, la commission PAJ a présenté son rapport sur les dossiers des deux suppléantes en remplacement de leur titulaire nommé au gouvernement provincial après audition. Ce rapport a été adopté sans amendement, instant suivi de la validation de pouvoir par une cérémonie d'investiture de Madame Nyanziba Kassindo Daniela, devenue députée provinciale en remplacement de l'honorable Max Pondé Kisimba et de Madame Kabulo Wakabea Dorcas, devenue également députée provinciale en remplacement de l'honorable Serge Wanja Olenga. Pour ce qui est de la question
oral avec débat adressé au maire intérimaire de Lubumbashi, Joyce Tunda Kazadi Tiansa. L'auteur de la question de l'honorable Tchandamondi Jean-Paul n'a pas lu séance tenante la question. Il s'est remis au bureau. Cette question a été renvoyée à la séance plénière du 26 juin prochain, tandis que celle adressée au maire de la ville de Kasumbalesa par l'honorable Poyo Christian a été posée, à l'issue de laquelle le maire André Kapompa a sollicité un délai qui lui a été accordé. Il est invité à la séance plénière prochaine pour fournir les éléments des réponses. Enfin, un huis clos a été décrété pour examen d'une pétition déposée contre un membre du bureau. Le huis clos est décrété. Comme annoncé de l'entame de cette session d'actualité, place à présent à la page sportive. Un seul titre en sport, vous le savez peut-être, le Mexique et le Canada sont les deux premières nations à valider leur ticket qualificatif pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 grâce à leur victoire enregistrée dans la soirée du jeudi 18 juin 2026. Le Mexique s'est débarrassé librement de la Corée du Sud par la note d'un but à 0, alors que le Canada a sévèrement corrigé le Qatar en lui infligeant le score de 6 buts à 0. Bovan Kazadi et Lukwanga nous en dit plus à travers ce condensé. Plus question de réaliser des fausses notes, est un pays co-organisateur de la Coupe du Monde 2026. Le Mexique et le Canada sont les premières nations à valider leur qualification pour les 16e de finale de cette compétition mondiale du roi football. Tout d'abord, le Canada s'est qualifié en écrasant son adversaire, le Qatar, par une large victoire de 6 buts à 0. Une victoire méritée devant 2 milliers de supporters canadiens, soutenus par ces triplés magnifiques de Jonathan David à la 29e minute, 45e plus 3 et 90e minute plus 2. Flag stays down. It's a World Cup hat-trick on... Et de l'autre côté, le Mexique s'est qualifié, mais sans briller, devant la Corée du Sud qui a tenté à faire face à cette nation américaine. Malgré les efforts fournis de la République du Corée du Sud, le Mexique se distinguait à la 50e minute après la mi-temps par un but signé Romo. Chance to deliver into the area. West Gas, and it's a goal! Goal! Et quant à l'Afrique du Sud, elle a failli dire au revoir à cette compétition dans la soirée du jeudi 18 juin 2026 lors de son match contre la République tchèque qui d'ailleurs a laissé filer les 3 points. La République tchèque se vit rattrapée au score par l'Afrique du Sud grâce à cette réalisation de Tebo et Mukwena. Here he comes. Un match nul qui ne fait l'affaire à aucune de ces deux sélections qui se sont départagées un point, restant collés au bas du classement de la poule A. Derrière le Mexique, premier avec 6 points, suivi de la Corée du Sud, deuxième avec 3 petits points. Dernière ligne droite de ce journal, la page internationale. L'actualité en dehors des frontières nationales reste dominée par la Libye où les factions rivales s'accordent sur les élections générales d'ici 2027. Et au Zimbabwe, les élus ont validé la prolongation du mandat présidentiel. Le développement de ces titres et d'autres est retrouvé dans ce condensé signé le roi Mwamba Katalwe. Une nouvelle tour des informations en dehors de nos frontières nationales sur les antennes de ma gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les dirigeants des 3 principales institutions politiques libyennes ont convenu jeudi d'une feuille de route prévoyant l'organisation simultanée d'élections présidentielles et législatives d'ici au 17 février 2027, dont l'objectif affiché de mettre fin à la longue transition politique que traverse le pays depuis 2011. L'accord a été
été conclu entre le président et la Chambre des représentants, Aguila Saleh, le président du Conseil présidentiel, Mohamed Al-Mefi, et le président du Haut Conseil d'État, Mohamed Takala. Dans un communiqué conjoint, les trois responsables affirment vouloir achever le cadre constitutionnel et juridique nécessaire au scrutin, unifier les institutions souveraines et renforcer la souveraineté nationale. En international toujours, au Zimbabwe, la Chambre basse du Parlement a approuvé jeudi le projet de loi visant à faire passer la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Le texte doit désormais être débattu au niveau de la Chambre haute, dénommée par la Zimbabwe Africa National Union Patriotic Front au pouvoir. En cas de validation, l'actuel chef de l'État restera au pouvoir jusqu'en 2030, alors que son mandat actuel doit s'achever en 2028. Les anciens combattants sont vent debout contre ce projet de réforme constitutionnelle. Et pour terminer, les solutions bancaires et l'intelligence artificielle occupent une place importante dans l'écosystème des stand-up, mais aussi de ces grandes tendances. Certains projets s'attaquent à des enjeux très concrets, comme la réduction des pertes de récoltes en Afrique, un sujet clé pour la sécurité alimentaire et le développement agricole. Livrex développe une solution de logistique des productions agricoles, un service pensé pour un problème simple des récoltes qui ne sont pas acheminées assez rapidement et qui peuvent parfois s'abîmer avant d'arriver à destination. Les systèmes reposent sur une organisation adaptée aux réalités du terrain en Côte d'Ivoire. Ibrahim Soumara est le CEO et fondateur de Livrex, un producteur ou un exportateur qui souhaite transporter des produits de Djakou à San Pedro se connecte simplement à la plateforme. Est-ce même la fin de cette ronde internationale? Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi. L'information ne s'arrête jamais. Mais nous, on vous dit demain à 19h avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par la Fondation Babazivé. Des informations précises, concises et vérifiées à suivre en temps réel sur Magloire Radio et Télévision. Nous vous offrons chaque jour, du lundi au vendredi, des informations au niveau national, provincial et local. Sans oublier l'actualité internationale et celle sportive. Retrouvez la grande équipe rédactionnelle de Magloire Radio et Télévision chaque jour à 7h, 12h, 19h et 23h. Et soyez le premier à être informé. Magloire Radio et Télévision au cœur de l'actualité.